La deuxième partie de priorité au décryptage des immeubles flottants, des habitations étanches, mais aussi des digues futuristes. Les Pays-Bas sont les pionniers aujourd'hui en matière de prévention face au risque d'inondation. Il faut dire que ces épisodes de crues pourraient se répéter. Réchauffement climatique, pratiques agricoles, urbanisation. Le pire est-il à venir? C'est la question qu'on va essayer de décrypter simplement avec nos invités. Emma Aziza, vous êtes restée avec nous. Je reprécise que vous êtes hydrologue, docteur de l'école des mines de Paris en gestion des risques d'inondation. Avec nous également Vasken Andréassian. Bonjour, vous êtes directeur adjoint scientifique à l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l'IRSTEA, et Jean-Louis Caffier, qu'on ne présente plus, notre consultant environnement BFM TV. Mais d'abord, le pire, je le disais, c'est peut-être tout simplement les toutes prochaines heures. En tout cas, elles vont être compliquées ces prochaines heures dans plusieurs communes d'Île-de-France. C'est ce qu'on va aller voir sur le terrain puisqu'on va aller à Lagny-sur-Marne retrouver Fanny Regnault. Fanny, vous êtes sur place pour BFM TV. Ces prochaines heures, comment elles vont s'organiser? Parce que demain, c'est lundi, il y a du travail, il y a l'école. Comment vont faire les habitants quand on voit le paysage autour de vous? Il va falloir qu'ils prennent de l'avance, ces habitants, parce que pour certains, ça va être le parcours du combattant. Regardez par exemple cette maison. Il y en a plusieurs comme ça ici à Lagny. Cette maison, elle est complètement coupée de la terre ferme. La seule solution pour ces habitants, c'est de prendre une petite barque pour rejoindre leur portail, pour rejoindre ensuite ce que l'on voit ici, les passerelles. Des passerelles comme celle-ci, hein, je me pousse un petit peu pour vous montrer. Eh bien, il y en a 4 km dans la mairie qui ont été installés. C'est la seule solution pour les habitants pour rejoindre la terre ferme. Alors ici à Lagny, il y a une école maternelle qui va être fermée demain. Néanmoins, les enfants vont pouvoir être accueillis dans l'école primaire. Cette école maternelle, elle est fermée tout simplement parce qu'il n'y a pas de chauffage. C'est le cas de nombreuses habitations ici. Et qui dit pas de chauffage, dit pas d'eau chaude. Donc compliqué de se laver. Et là aussi, il va falloir que les habitants s'organisent pour demain matin. Des douches ont été mises à disposition par la mairie à l'intérieur du gymnase de la commune. Fanny Regnault avec Nils Cambonnier. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions, pour ces images. Alors on le voit bien, les heures qui viennent vont être difficiles. On parle beaucoup du comparatif entre aujourd'hui et 2016. Juin 2016, vous vous souvenez, c'était ces images. On avait atteint les 6,10 mètres à Paris. Là aussi des inondations dans plusieurs communes d'Île-de-France. Et on était en juin. Et c'est la première question que je voulais vous poser à vous, nos experts. Aujourd'hui, est-ce que une crue de l'ampleur qu'on connaît en janvier, ça implique une crue d'ampleur au printemps prochain? Parce qu'il y aura la fonte des neiges, parce qu'il y aura peut-être des éléments qui vont s'ajouter. Est-ce qu'il faut craindre des répercussions pour le printemps? Je pense que ça va être compliqué d'avoir une projection d'ici le mois de juin et je ne suis pas convaincue qu'il y ait une corrélation entre les crues, si vous voulez, estivales ou printanières et les crues hivernales. Je pense que ce qu'il faut regarder surtout, c'est aujourd'hui, ce qui va se passer dans la semaine et dans les semaines à venir. On prévoit de nouvelles précipitations. La grande différence entre juin 2016 et aujourd'hui, c'est qu'en juin 2016, on arrivait sur une période estivale, donc un déficit de pluie. Donc en fin de compte, si vous voulez, l'événement était d'ampleur, mais il a été unique. C'était vraiment un pic de crue qui ensuite a ondulé sur le territoire et a généré les dégâts qu'on connaît. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On voit bien que déjà, on a eu plusieurs pics. On a déjà eu une amorce de décrue, puis de nouvelles précipitations qui ont fait réagir le territoire. L'intégralité du territoire est aujourd'hui saturée. On est dans cette période hivernale qui va mettre, finalement, on va subir de nouvelles dépressions. Le pire est à venir, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant. D'après moi, ça ne veut pas dire qu'il faut affoler les populations. Ça veut dire qu'il faut expliquer clairement qu'effectivement, on est encore dans une situation complexe. Jean-Louis, j'ai une question qui est terrible. Combien de temps? Vous savez répondre à ça? C'est difficile. Dernières informations, je ne citerai pas la source, mais elle est crédible, ça pourrait durer de 3 à 4 semaines sur Paris. On parle bien de Paris. De l'eau sur les quais, de l'eau sur la voie Pompidou pendant presque un mois. Ça, c'est Paris. C'est une tendance. Alors, ce qu'il faut et pour les voir, communes d'Île-de-France comme celle qu'on vient de voir. Voilà, il y a deux différences par rapport à 2016, juin 2016. Cette fois, c'est pas le loin seulement qui est en cause, c'est l'ensemble du bassin de la Seine. C'est-à-dire Lyon, c'est-à-dire la Marne, c'est-à-dire aussi l'Oise pour l'aval de Paris, qu'on a vu le reportage tout à l'heure ici même. Donc ça, c'est la première chose. Toutes les rivières, tous les affluents et sous-affluents sont en sur-régime en ce moment de la Seine. C'est très important et ça pourrait continuer longtemps. Et puis l'autre information, là on est sur le bassin de la Seine, mais il y a d'autres crues ailleurs en France. Le Rhin menace, la Moselle aussi, on a vu le Doubs, donc la Saône, donc le Rhône. La Garonne était en cause également avec des alertes en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est une situation quand même assez exceptionnelle, hein, assez inédite. Vasken Andréassian, comment simplement, avec beaucoup de pédagogie, on explique cette situation assez exceptionnelle, pour reprendre les mots de Jean-Louis Caffier? Alors la situation exceptionnelle, on l'explique juste par
une succession d'événements pluvieux très réguliers qui ont affecté l'ensemble du territoire depuis 2 mois. 2 à 3 fois plus de pluie qu'à la normale, c'est ce qu'on dit? Oui, mais donc le fait que ça a été très régulier et que le bassin de la Seine est un bassin très lent. Pourquoi est-ce qu'il est très lent, le bassin de la Seine? Tout simplement, c'est parce que les pentes sont très faibles. On n'est pas dans les montagnes. D'ailleurs, il n'y a pas de neige, donc pour la Seine, au moins, on n'a pas à craindre la fonte des neiges. Donc la succession des événements pluvieux ont saturé les sols et puis ont mis beaucoup d'eau en route. Et ces eaux en route, en fait, elles mettent longtemps. Par exemple, pour arriver des hauteurs du bassin, pour arriver de l'endroit où les barrages réservoirs ont stocké beaucoup d'eau et ont stocké de l'eau qui a permis d'éviter une crue beaucoup plus importante, eh bien, il faut près d'une semaine. Donc, le bassin de la Seine, il est lent à se mettre en route. Il monte lentement, donc il n'est pas dangereux, mais ensuite, il est également très lent à évacuer toute cette eau. Alors, on a dressé le diagnostic du pire, ou peut-être pas, on va l'espérer, en tout cas pour les prochains jours, les prochaines semaines. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans cette deuxième partie d'émission, qu'on s'interroge sur des causes plus profondes. Jean-Louis, évidemment, le réchauffement climatique est un dossier que vous connaissez particulièrement. On a toujours envie d'en parler quand il se passe des événements naturels. Quand on reprend évidemment la question du réchauffement climatique, il y a une équation qu'on fait assez facilement. On se dit augmentation des températures égale augmentation des zones de dégel. C'est le GIEC qui le dit, c'est pas moi, c'est dans leur rapport. Est-ce que ça veut dire à terme aussi que ces événements qu'on est en train de connaître là peuvent arriver plus souvent ou d'importance plus grande? Alors, on n'a pas de certitude scientifique sur la question, mais je dirais que c'est probable. Une information très importante que je trouve hyper intéressante, l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est le grand organisme de recherche sur le climat en France, qu'a dirigé Jean Jouzel, que dirige Hervé Le Treut aujourd'hui, est en train de mener avec Météo France l'étude qui aura pour but de répondre à la question suivante: quelle est la part du climat, du changement climatique dans les phénomènes météo extrêmes qu'on observe aujourd'hui. Et c'est absolument capital. On aura par exemple pour une inondation comme celle-là, est-ce que c'est 10, 20, 25% en raison du climat, hein? Ce sera peut-être pas plus pour le moment, mais il est extrêmement probable. Si on regarde ce qui se passe ailleurs, les dates de vendange, la petite chenille processionnaire qui gagne des dizaines de kilomètres vers le nord chaque année, les hauteurs de neige au col de Porte dans les Alpes qui sont en baisse régulière depuis 30 ans, comme les journées de gel en Alsace. Tout ça nous conduit à dire que le réchauffement climatique, un peu plus de 1 degré depuis le début de l'ère industrielle, commence à agir sur notre environnement direct. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une part de changement climatique dans ces phénomènes à répétition qu'on a connus depuis quand même 2 ans. Les ouragans, les incendies de forêt, les sécheresses l'été dernier. Enfin, je veux dire, on est face à des phénomènes qu'on qualifie d'extrêmes et plus importants que par le passé. Dans plein de domaines aujourd'hui, il y a forcément un lien. Il faudra le préciser, bien évidemment, grâce à cette étude. Vous qui passez à la loupe, j'ai envie de dire, les différentes crues, les différentes inondations qui peuvent se produire depuis ces dernières années sur notre pays, est-ce que vous voyez des symptômes, des choses différentes, des choses qui évoluent? Très clairement, scientifiquement, il faut une longue série chronologique de précipitations et de débit pour se permettre en fait d'intégrer ces données dans des modèles et de voir des tendances nettes. Aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent actuellement dessus ont quand même des difficultés à montrer qu'il y a un accroissement du nombre d'épisodes. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, il faudrait les 10-20 prochaines années en termes de données. Ceci dit, on est quand même sur 2 épisodes majeurs sur le bassin de la Seine en 1 an et demi, si vous voulez. On voit très bien que les choses commencent à évoluer. On s'est retrouvé il y a 1 mois à parler de sécheresse extrême et record. Et là, maintenant, on est sur un phénomène d'inondation. Il y a des études qui ont été menées à l'échelle macroscopique de territoire. De nouvelles études vont sortir. Mais par exemple, sur le bassin de la Seine, très clairement, les scénarios qui intègrent le réchauffement climatique prévoient des étiages plus sévères, c'est-à-dire des périodes de basse eau telles qu'on a connues et qui engendrent d'ailleurs d'importants problèmes sur la gestion de la ressource en eau et qui est encore un autre problème public, si vous voulez. Et on bascule en fin de compte de ce scénario-là à un scénario d'inondation majeure. Donc ça demande nécessairement à nos populations, à nous, aux politiques, de devoir nous adapter. On va devoir s'adapter maintenant pour être prêt dans 10 ans ou dans 20 ans. Pour aller encore un peu plus loin dans les hypothèses qu'on dresse pour expliquer ce qui est en train de se passer, il y a ce changement climatique, il y a les actions humaines, il y a le fait aussi qu'on ait changé des pratiques. C'est sur ce point précis que je voudrais vous entendre, Vasqaine Andréassian, notamment sur la question de l'agriculture. Il s'agit d'accuser personne, et pas particulièrement les agriculteurs, mais les pratiques agricoles, elles ont évolué à travers le temps. On a pris un exemple, celui de la Beauce, avec le développement de la culture céréalière. Il y a du coup moins de rotation de culture.
ça veut dire que les terres, elles sont moins régulièrement retournées, qu'elles sont peut-être moins riches. On nous dit que la qualité organique des sols, elle a été divisée par 2 en 20 ans. Ça veut dire que le sol, il absorbe peut-être un peu moins d'eau. Et puis on nous parle aussi beaucoup, ça a été un sujet qui a fait la une de l'actualité, du Roundup, de ces herbicides qui tuent les herbes qui, elles aussi, pouvaient peut-être pomper ces excès d'eau. Est-ce que c'est une explication, le changement de nos pratiques agricoles qui vous semble avérée, qui vous semble intéressante? Alors, je ne veux pas défendre les agriculteurs ou qui que ce soit. C'est des évolutions de pratique. Je suis d'accord avec vous, on n'accuse personne. Les évolutions de pratique, elles ont une importance majeure pour la qualité de l'eau. Pour les questions de quantité d'eau, moi j'ai l'impression qu'on est dans l'épaisseur du trait. Et ça me dérangerait que l'on désigne des coupables alors qu'on n'est pas vraiment capable de dire ça. Dites-moi, vrai ou faux, moi j'ai lu cette semaine, avant les sols absorbaient l'eau. Aujourd'hui, avec les traitements qu'on leur met, c'est comme une toile cirée, ça glisse. Vrai ou faux? C'est peut-être faux ce que j'ai lu. C'est terriblement simpliste. C'est terriblement simpliste. Ça arrive. Il y a des phénomènes comme ça qui existent dans le bassin de la Seine en particulier. Il y a une région qui est connue pas loin de Paris, hein, dans la Brie, où on a des phénomènes comme ça au printemps. On appelle ça des croûtes de battance. Et effectivement, les croûtes de battance qui sont liées au limon, qui sont, qui sèchent, ensuite qui se réhumectent, qui sèchent, qui se réhumectent, qui font des croûtes. Tout ça, ça existe. Mais actuellement, en fait, on n'observe pas ces croûtes de battance. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'eau dans les champs, mais tout simplement, les sols sont saturés. Les sols sont saturés. Donc en fait, le Roundup, c'est pas bon, mais c'est pas bon pour d'autres raisons. Pour les vous, c'est pas lié. Et surtout pour cette crue. Et je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est aussi de préciser que cette crue, elle est terriblement normale. S'il y a un vilain petit canard, s'il y a une crue exceptionnelle, c'est pas celle-ci, c'est celle de juin 2016. Celle de juin 2016, une crue en juin, dans le bassin de la Seine, on n'avait pas vu ça. Les crues en juin, juillet, c'est l'Europe centrale. On avait l'impression que le climat d'Europe centrale s'était déplacé dans le bassin de la Seine, dans le bassin du Loing. Donc, s'il y a un outlier, quelque chose d'exceptionnel, c'était en 2016. Aujourd'hui, on a une crue tout à fait normale, tout à fait classique. D'ailleurs, et le bassin et les structures qui sont construites pour éviter les crues, pour réduire les crues, ont très bien fonctionné. Si on n'avait pas eu les barrages réservoirs à l'amont, on aurait eu aujourd'hui une crue qui serait peut-être à 6,50 m, 6,60 m. Jean-Louis, sur cette question agricole, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait, si ce ne sont pas les pratiques qui ont évolué, qui sont l'origine, vous n'êtes peut-être d'ailleurs pas d'accord avec cela, est-ce qu'il y aurait des plans différents à faire, des agricultures différentes à faire qui permettraient de limiter ces effets? Oui, en tout cas, au-delà de l'agriculture, je pense qu'il faut raisonner en termes d'aménagement du territoire et d'une manière plus globale. Ce qui est tout à fait certain, c'est qu'on a artificialisé les sols depuis 50 ans à une vitesse extraordinaire. Hein. C'est l'équivalent d'un département français qui disparaît tous les 6 ans. Quand vous dites parce qu'on bétonne pour faire les sols, voilà, on bétonne. Oui, on change les beaux champs de blé de la Beauce ou d'ailleurs, en parking, en zone d'habitation, etc., etc. Et donc on a beaucoup perdu de ce qui faisait naturellement les zones tampons dans le passé, notamment les zones humides qu'on décrit souvent. Oh là là, on veut protéger les grenouilles. Non, c'est pas du tout ça. La nature est très bien faite et quand elle a imaginé, si on peut dire, de faire des mares, de faire des étangs un petit peu partout, c'est justement parce qu'il fallait réguler tout ça et accessoirement nourrir les animaux et les alimenter en eau. Donc on artificialise les sols. Ça veut dire que là, effectivement, ça va comme sur une toile cirée et tout ce qui était auparavant absorbé en partie par le sol ne l'est plus aujourd'hui. Bon, certaines actions humaines ne sont pas forcément tout à fait loin d'expliquer en tout cas ce qui se passe, mais il y a aussi des bonnes actions humaines. C'est ce que je voulais aussi qu'on essaye de voir, c'est comment nos sociétés s'adaptent. Et on est allé voir du côté des Pays-Bas, parce qu'on dit que c'est un des pays pionniers en matière de lutte contre les risques d'inondation. Alors là-bas, il y a eu des créations de digues géantes, il y a eu la création d'un long barrage de 9 km, il y a des réflexions sur des maisons flottantes, il y a des projets de bancs de sable artificiels, puis il y a même un projet qu'on a voulu vous montrer, qui est encore pas tout à fait concret, c'est ce projet de digue multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans une digue qui ne sert à rien à part retenir l'eau, ce qui est déjà en soi pas mal, c'est qu'on a construit une digue dans laquelle on a créé des routes pour les voitures, qu'on a derrière installé des jardins qui permettent que ça devienne un lieu de vie. Enfin, on a essayé de faire que ça s'intègre beaucoup mieux à la ville et qu'on en fasse un projet qui puisse apporter quelque chose. C'est évidemment un projet aujourd'hui. Est-ce qu'on a à apprendre? Est-ce que c'est des gadgets ou est-ce que c'est maisons flottantes, que c'est projets de digues multifonctionnelles? Est-ce qu'on peut s'inspirer de tout cela?
Alors, bien entendu, on peut s'inspirer de tous les exemples qui concourent à la résilience. Et effectivement, les Pays-Bas sont très bien positionnés sur tout ce qui relève de l'architecture et de l'urbanisme. Mais en France, on avance beaucoup aussi. Il y a de très grands programmes qui s'appellent des programmes à l'abri. Donc, vous allez retrouver le programme Nîmes à l'abri pour rendre résilient la ville de Nîmes. Le même programme... Donnez-moi un exemple très concret. Alors, très concrètement, ce que je veux dire, c'est qu'on travaille déjà en France à grande échelle pour faire en sorte que chaque maison, finalement, ne soit plus vulnérable au risque d'inondation. Donc, non seulement on va faire en sorte que l'eau ne rentre plus dans la maison, comme on a vu tout à l'heure. Construction ou revêtement? Alors, à partir du moment où tout est construit, il va falloir adapter le bâti. Donc, bien entendu qu'il faudrait intégrer auprès des aménageurs et des architectes, de toutes les façons, des solutions intégrant cette notion de résilience dans tout projet de construction. Mais à partir du moment où c'est déjà construit, sauf dans les cas de figure, et ça arrive malheureusement, on est obligé de délocaliser parce que l'enjeu humain est trop important. Quand on risque d'avoir 2 mètres de hauteur d'eau et qu'on n'est pas capable de mettre une zone refuge, on est obligé là effectivement d'envisager la démolition parce que l'enjeu humain est plus fort que tout. Par contre, dans d'autres cas de figure, aujourd'hui, il existe des solutions techniques. Alors je vais parler de bâtards d'eau par exemple, ce sont ces formes de protection qui permettent d'éviter à l'eau de rentrer dans les bâtiments. Si l'ensemble du bassin parisien était aujourd'hui muni de ces bâtards d'eau qui coûterait bien moins cher que ce que l'on voit en termes de dommages quand on regarde 2016 ou comme on fera le calcul d'ailleurs pour la crue en cours. 1,4 milliard pour juin 2016 de frais selon les assurances. Exactement. Si vous voulez, ce sont des solutions qui permettent à éviter à l'eau de rentrer. Donc en fait, on peut aujourd'hui vivre avec le risque et surtout, je voulais revenir dessus tout à l'heure, quand on échangeait sur la question des ouvrages et des digues aujourd'hui, on voit très bien que la solution, elle n'est plus sur la question de protéger la menace directement, de contourner l'aléa. On n'est pas capable, on peut avoir des ingénieurs en France, on a effectivement, si vous voulez, une véritable science qui est capable aujourd'hui de contrôler l'eau, sauf qu'on atteint nos limites. Et quand vous parliez des lacs réservoirs, effectivement, 810 millions de mètres cubes qui peuvent être retenus à l'amont, ça ne représente aujourd'hui que 20 cm de différence sur Paris. Donc bien entendu que c'est nécessaire, parce que ces 20 cm, et pour ceux qui habitent en bord de cours d'eau, je pense qu'ils voient très bien la différence, effectivement, mais ce n'est rien au regard de ce que l'on doit faire. Donc en fait, il faut changer de logique. On passe de la logique de protection de l'aléa à la protection de l'enjeu. Je peux faire mieux, je vous ai compris. On va passer aux questions de téléspectateurs pour poursuivre nos discussions. Questions qui nous ont été envoyées en direct pendant nos échanges. Première question, est-ce que les assurances peuvent prévoir une indemnité pour que les assurés habitant les zones inondables puissent réaliser des travaux pour prévenir des risques d'inondation? En gros, est-ce que ce dont vous dites, les assurances pourraient le payer? Alors, il y a en fait, l'ensemble des Français payent déjà tous les jours. Dans leurs assurances, en fait, il y a une cote qui part ensuite dans un fonds spécialement prévu pour justement venir pallier aux dommages sur les risques naturels. Ensuite, ce sont les assurances qui vont être le relais entre les systèmes gouvernementaux qui récupèrent finalement ces taxes et ensuite le fait de se faire rembourser finalement vient de ces fonds. D'ailleurs, on contribue d'ailleurs, tous les grands projets qui visent à la protection et la prévention du risque d'inondation en France s'appuient notamment sur ces fonds. Donc ce sont des choses qui existent. Maintenant, il va falloir aller plus loin. Il va falloir que les assurances intègrent le fait que quand on va reconstruire, on reconstruira en intégrant le risque. Et en intégrant le risque. Et ça, on en est encore loin. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée. On la découvre, envoyée par mail. Certaines cultures seraient-elles à privilégier pour atténuer les effets d'une crue? C'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait des matières, des productions agricoles qui seraient plus utiles pour limiter ces risques? Non, mais en fait, il y a déjà des mesures agro-environnementales qui font que les agriculteurs sont encouragés à ne pas laisser les sols nus pendant l'hiver. Et c'est pas pour lutter contre les crues, c'est pour lutter contre le lessivage des nitrates. Donc c'est pour des questions de qualité des eaux. Donc une culture intermédiaire qui est mise là pour protéger, pour capter les nitrates, elle est très bien pour garder la structure du sol, garder une certaine macroporosité. Donc ce qui existe déjà pour la qualité de l'eau, fonctionne aussi pour la quantité. Voilà, ça fonctionne pour la quantité. Et puis si on veut... Alors par contre, ce qu'il faut éviter, c'est les propositions du type il faudrait couvrir le bassin de la Seine de forêt. C'est pas vrai, ça marche pas. Le bassin de la Seine, c'est un grand bassin de production agricole, il va le rester. Vouloir tout couvrir de forêt, ça réduirait un petit peu les crues, mais ça ne résoudrait pas le problème.
Troisième question de téléspectateurs qu'on va prendre rapidement. La France a-t-elle des projets comme ceux des Pays-Bas, ceux qu'on évoquait, Jean-Louis? Il y en a, ça commence, Emma Aziza l'a dit, et il va y en avoir davantage. Je pense que la ville de Paris est en train de réfléchir dès maintenant à la question. Pourquoi? Parce qu'effectivement, 2016, 2018, ça fait quand même beaucoup en très peu de temps. Le maître mot de ce qu'on dit des Pays-Bas à Nîmes et dans le monde entier, c'est l'adaptation. On lutte contre le réchauffement climatique avec l'atténuation, on essaie de réduire notre impact, mais on va aussi, et dès maintenant, commencer à parler d'adaptation. Et là, les choses se compliquent, parce qu'on s'adapte à quoi? À des crues qui vont avoir lieu de cette importance tous les 20 ans, tous les 50 ans, ou tous les 10 ans, tous les 5 ans? Tous les 2-3 ans même. Pour le moment, on n'en sait rien. C'est vrai pour la Seine et pour la crue, mais c'est vrai aussi dans d'autres secteurs, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy pour les ouragans par exemple, mais dans d'autres situations également. Adaptation, on commence à sérieusement travailler là-dessus. Merci Jean-Louis Caffier, merci Emma Aziza, merci Vasquez Andréassian d'être venu décrypter avec nous sur BFM TV dans Priorité au décryptage ces crues, ces inondations qu'on va évidemment continuer à suivre au plus près sur BFM TV. On se donne rendez-vous pour encore plus de décryptage évidemment samedi prochain 14h et 17h. Bon dimanche sur BFM TV.